Messieurs, dames, bonsoir. Ceux qui peuvent être en direct pour nous suivre, bonsoir également. Et bonsoir à la presse si elle est présente en direct. Conseil communautaire du 13 février 2024. Et nous allons commencer par constater le quorum. Patrick Risser. Présent. Monsieur Bosec. Présent. Monsieur Bourson. Présent. Monsieur Bosco, excusé, représenté par Monsieur Bourson. Monsieur Simarelli. Présent. Madame Friot. Présent. Monsieur Lopresti. Présent. Monsieur Rédy. Présent. Monsieur Destomont, excusé, représenté par Monsieur Risser. Madame Beacci, excusé, représentée par Monsieur Simarelli. Madame Benechetti. Oui, présente. Monsieur Petitclerc, excusé, représenté par Monsieur Petroscas. Madame Arési, excusé, représentée par Monsieur Rédy. Madame Bellucci, excusé, représentée par Monsieur Félicie. Madame Baudet, excusée, représentée par Monsieur Guillotin. Madame Boumedine. Madame Canzerini Salvador. Monsieur Sandeki. Madame Kougouille. Monsieur Falchi. Madame Faloriti, excusée, représentée par Monsieur Bossec. Monsieur Félicie. Monsieur Guillotin. Madame Justin Mérus. Monsieur Jacquin, absent. Monsieur Matucci. Madame Narcisi, excusée, représentée par Madame Kougouille. Monsieur Petroscas. Monsieur Pocran. On va mettre absent. Madame Spagnol, excusée, représentée par Madame Minichetti. Monsieur Spisac. Madame Strache, excusée, représentée par Monsieur Falchi. Bien, le quorum atteint. Nous pourrons délibérer valablement et nous allons passer au point 1 qui est l'approbation du PV du dernier conseil du 12 décembre 2023. Y a-t-il des observations, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous pouvons passer au point 2 qui concerne les finances. Et je cède la parole à Claude Bossec, notre VP chargé de ces questions. Merci Président. Bonjour chers collègues. Reversement de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relatif aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, éolienne terrestre. Monsieur le rapporteur rappelle que la délibération numéro 7, en date du 30 juin 2011, le Conseil communautaire a approuvé la création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes d'Autange et de Boulange. Ce projet aboutit à l'installation de 2 éoliennes sur la commune de Boulange et de 8 éoliennes sur la commune d'Autange. Ce rapport établit notamment les possibilités de répartition fiscale envisagées entre la CCPHVA et les communes concernées. Le rapporteur rappelle également que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, l'IFER, est déclinée en 9 composantes, dont celle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dit IFER éolien. Le produit issu de l'IFER éolien est réparti entre le département 30% et le bloc communal 70%. La répartition au sein du bloc communal est depuis la loi de finances pour 2019 et son article 178 partagée entre la commune de l'installation 20% et l'établissement public de coopération intercommunale 50%. Désormais, quel que soit le régime fiscal de l'EPCI à la fiscalité propre, il est compris si elles sont membres d'un EPCI ou AFPU, fiscalité professionnelle unique, les communes percevront 20% du produit de l'IFER éolien issu de l'installation
implantés sur leur territoire après le 1er janvier 2019. Le projet de délibération qui va suivre, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il considère que l'équité fiscale entre les communes appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle, FA, et les communes appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique, FPU, dans le cadre de l'installation d'éoliens sur le territoire. Considérant que l'installation des éoliens sur la commune d'Autange et de Boulanges avant le 1er 2019, considérant que la nouvelle répartition fiscale du produit issu de l'IFER éolien entre le département 30% et le bloc communal 70%. Vous avez un petit tableau qui reprend forcément les attributions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau de répartition? S'il n'y a pas de questions, simplement, qu'est-ce qui change par rapport à la délib qui a été rejetée du mois de décembre? alors, ce qui change, c'est qu'on reprend simplement le prix de l'IFER sur la rétroactivité sur 3 années. Du coup, Voilà, après, si on n'est pas d'accord sur la rétroactivité, mais par contre, on remet finalement quelque chose d'important, c'est que dès l'instant où on met de l'éolien, les communes vont toucher, parce que ça fera forcément suite 20% de l'IFER. En fait, il n'y a rien qui change par rapport à ce que nous avions proposé, si ce n'est que nous avons séparé les deux délibs, d'accord, une concernant l'IFER et une concernant les AC qui tiennent compte de cet IFER, compte tenu notamment de la position de certaines communes à ce moment-là, et ça devrait théoriquement simplifier. C'est-à-dire, d'une part, on se positionne sur l'IFER et sa rétroactivité, puis on se positionne sur les AC. Voilà. Donc il n'y a rien de changé, et donc c'est rétroactif, et donc la position de Villerue que nous connaissions. Voilà. donc j'ai quand même du mal à comprendre. Alors, on vote une délibération qui passe au mois de décembre, qui ne passe pas. On remet, mais il y a quand même de la rétroactivité. Donc on remet quand même la même délibération. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu comme sur le traité de Lisbonne, où finalement on passe pas d'un côté, mais on va la repasser. Si aujourd'hui la délibération, elle ne repasse pas, imaginons, si on est cohérent sur le vote précédent, et si la délibération ne repasse pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au prochain conseil communautaire? On repasse la Alors, délibération. si la délibération, je vais répondre immédiatement à votre question, Non, mais si la délibération ne passait pas, c'est très simple, il n'y aura pas d'AC. Non, donc les communes s'assoiront au bout du compte sur leurs attributions de compensation. Non mais si. Donc, on vote sur l'IFER, vous avez le droit d'être contre. 2, on vote sur les AC tenant compte de cet IFER, vous avez toujours le droit d'être contre. D'accord ? Il y aura une majorité où il n'y en aura pas. Fabienne, je vais vous passer la parole, mais il est certain que dès lors que ça ne serait pas dans cet ordre-là, nous ne serons pas en mesure de payer les AC. Donc j'avais pas fini, je reviens sur toujours. Et je réponds à votre question. Très bien, mais je reviens toujours. Alors on le redit, on n'est pas contre justement les 20% de l'IFER, on est contre la rétroactivité. Et pourquoi? Parce que je rappelle que en 2022, quand les AC, en tout cas, n'ont pas été redonnés par la ville d'Autange, ce qui a bien été dit, c'est en gros, je les donne pas parce que je les récupère sur les éoliennes que j'ai jamais eu produit des éoliennes. D'une part. Donc si encore dans la délibération, c'est noté que on donne la rétroactivité, mais que autant je redonne les AC de 2022, parce que si on augmentait en tout cas le taux de fiscalité, c'est notamment parce que 2 communes n'ont pas donné les AC, d'une part, et puis de 2, alors pour Boulanges, alors j'étais pas au mandat précédent, mais la compensation a dû être faite par rapport à la maison de santé. Tout à fait. Donc après, au bout d'un moment, c'est... alors dans ce cas-là, sur ce qui avait été donné à Boulanges pour la maison de santé, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ou pas? Ou alors finalement on fait des cadeaux supplémentaires? C'est plutôt ça la question. Parce que notamment sur les AC, et je leur dis, on n'est pas contre l'IFER, bien au contraire, elle s'applique et c'est légitime, c'est la rétroactivité qui pose problème. Moi, je réponds par 2 choses. Ce qui a changé aussi, c'est que dans la délibération précédente, on était sur 60%. Là, on est passé à 20%, on a calé l'IFER. Et quand tu dis, et je peux comprendre que c'est le cadeau, que c'est
c'est un cadeau. Je ne pense pas que ça soit un cadeau. Pourquoi, à mon avis, c'est pas un cadeau? La bonne et simple raison, c'est que cette contribution liée à l'énergie, on a touché aujourd'hui de l'argent qui vient d'Autange, et quelque part, c'est eux qui faisaient un cadeau à une époque, et là, on essaye simplement de trouver l'équité, l'honnêteté pour essayer de se remettre finalement en justesse avec le procédé. Donc c'est donc l'équité et l'honnêteté. On parle d'équité et d'honnêteté. L'honnêteté, ça serait de redonner les AC de 2022 à l'intercommunalité qu'ils n'ont pas donné. Et puis, Boulange, c'est la compensation qu'il y avait pu y avoir avec la maison de santé, où ça s'est compensé. Donc si on parle d'équité et d'honnêteté, ça serait ça. Si maintenant on parle de... Mais si c'est pas le cas, donc il n'y a aucune équité, aucune honnêteté. C'est juste ça. Mais je leur dis, sur l'IFER, on n'est pas contre, bien au contraire, que ça s'applique, les 20% ça s'applique, c'est la rétroactivité. C'est tout. En 2022, quand les AC n'ont pas été donnés, c'était parce qu'il fallait récupérer le produit des éoliennes que la ville d'Autange n'a jamais eu. Voilà. Sauf que maintenant, on leur redonne en plus ce qui avait. Mais peu importe, 60%, il y a de la rétroactivité. C'est la seule chose. C'est les AC, ils n'ont pas été donnés. On est d'accord. On devait toucher au départ 60%. Ouais, mais les AC n'ont pas été donnés. Attends, Fabien, parce que sinon on ne va pas entendre à la télé, et donc je vais te donner la parole en rajoutant simplement quelque chose. On peut toujours revenir sur l'histoire. D'accord? Et je n'ai pas été pendant un bon moment un ardent défenseur d'une rétrocession de quelque manière que ce soit. Néanmoins, il y a quelque chose qui s'appelle la loi. Bien. Et je n'ai pas été élu pour ne pas appliquer la loi. Sachant aussi que nous sommes dans une période où on a défini un certain nombre de zones d'accélération, et notamment de l'éolien. En tout cas, à certains endroits et dans certaines communes. D'accord? Il était tout à fait nécessaire que nous nous mettions en conformité avec. Et que donc, j'oublie, dire comme ça, et qu'on puisse permettre de partir sur une situation saine, et c'est-à-dire d'appliquer la loi dès lors qu'elle existe, et c'est 2019, sauf erreur, et que les communes qui seraient amenées à développer de l'éolien après concertation, etc., avec leur population, et avec l'agrément des paysans, ce qui est souvent loin d'être gagné, qu'on sache, dès maintenant, que c'est 60% et pas 80%, et qu'on applique la loi stricto sensu. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec, et je l'entends bien, mais il me semblait, et je dis bien, j'ai évolué moi-même sur la position, il me semblait qu'il était nécessaire qu'on mette fin à ce serpent de mer, hein, et je me suis appuyé simplement sur les textes. Fabienne. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est que sur la délibération, on voit bien qu'avant 2019, il y avait d'autres règles qui étaient elles ont été créées en 2018. On est quand même d'accord. Oui, tout à fait. On a fait une loi en 2019. On n'est pas forcément favorable. Je pense qu'Antoine, il est du même avec moi. On s'est débattu avec d'autres maires pour avoir 60%. On a 20%. On ne va pas faire autrement que de pouvoir voter ça à contre-cœur. Hein, je vous l'avoue, c'est à contre-cœur, mais on va le voter quand même. Donc, la délibération qu'il y avait au mois de décembre, c'était 60% et pas 20%, comme Claude disait. Donc, voilà, ça, je voulais encore rajouter. Et d'autre part, les 40%, on les a gardés, quoi, c'est tout. Voilà. Mais, Eric souligne tout à l'heure, la loi, toute la loi. Ouais. Voilà. Nous, il nous semblait que l'avancée des 20%, excuse-moi, Oui, il me semblait que les 20%, déjà, c'était une sacrée avancée sur le mandat pour apaiser la situation. Et dans ce cas, si on parle de rétroactivité, nous, en 2022, on peut parler aussi de cadeaux qu'on a fait dans l'autre sens, avec le fonds de concours en lien avec la piscine, qui est de l'ordre de 157 000 €. Alors là, on pourrait le remettre sur la table aussi. oui, mais alors là, je vais
demander que nous restions dans le cadre du sujet qui nous intéresse ce soir, parce que cette discussion a déjà eu lieu en bureau. Et comme je l'ai dit au bureau, si nous commençons à nous mettre mutuellement à la figure tout ce que nous pouvons individuellement regretter, nous serons encore là à minuit. Et le but de cette décision n'est pas de revenir sur ce qui a été fait, mal fait, etc. C'est est-ce que nous appliquons les tarifs de l'IFER à partir de ce soir. Donc, non, mais parce que on veut parler du fonds de concours de la piscine, mais dans ce cas, on va parler de la piscine pendant un siècle, et c'est pas le sujet ce soir, d'accord? Chacun a fait des efforts ou pas d'efforts à certains moments, parce qu'on pourrait retourner ça à chacune des communes à un moment ou à un autre dans le cadre du mandat précédent ou de ce mandat-là, d'accord? Il se trouve que j'étais dans les deux, d'accord? Et ces genres de polémiques, quand on rentre dedans, on s'en sort pas. Juste, je voudrais apporter quand même une précision, parce qu'on parle de fonds de concours. Bon, d'abord, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit Fabienne, qu'elle ne retrouve pas l'intégralité de ce qu'elle aurait dû avoir. Ça, c'est la première chose, comme la commune de Boulanges. Tu parles des 100 000 euros que Boulanges a eu pour la maison de santé. Ces 100 000 euros, c'était un fonds de concours, c'était une subvention, c'était un fonds de concours de 100 000 euros pour la maison de santé. C'est seulement après que le sujet des éoliennes est venu sur la table. Et là, quand le sujet des éoliennes, il est parce que je me suis renseigné, le sujet des éoliennes est venu sur la table, on leur a dit non, les éoliennes, vous les avez touchées, en compensation, vous avez eu les 100 000 euros de la maison de santé. Et ça a disparu, parce que ces 100 000 euros-là, ça ne correspondait pas à 60% qui étaient donnés à l'époque. Et c'est 20 000 euros qui sont versés annuellement. Et après, seulement, ça a été dit, c'est en compensation des éoliennes. C'est comme si aujourd'hui, on venait dire que le fonds de concours que vous avez touché pendant des années pour la piscine, c'était en compensation de je ne sais pas quoi, et on vous le réclamerait parce que, à l'époque, la piscine n'était pas une compétence intercommunale. Exact. Là, je voudrais qu'on arrête là-dessus. Oui, et on va arrêter, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse pour avoir été présent pendant ce mandat-là et avoir discuté en direct avec les gens de Boulanges. Mais j'étais pioché les infos sur des gens qui siégeaient à l'époque. Ah oui. Voilà. Le DG, c'est encore pas les politiques. D'accord? Je dis ça en toute amitié, mais bon, voilà. Moi, bref, bon, le sujet n'est pas là. Nous allons donc passer au vote. Chacun votera en son âme et conscience. Et donc, close la question est... Qui est contre? Excusez-moi, je voudrais juste qu'on soit bien d'accord. On parle bien de la délibération numéro 2, Oui. qui parle des éoliennes, Oui. et des 20% diffèrent. Oui. Oui. Il faut être cohérent avec le... D'accord, on parle pas de la rétroactivité, ça vient à la délibération. C'est la deuxième après. Ouais. Oui, on est d'accord. Oui. C'est pour ça que je me permets juste d'intervenir. La première, Il y a un malentendu, quoi. La première, c'est la fixation de l'IFER. IFER à 20%. C'est une délibération cadre, demain il y a une autre commune. La rétrocession des communes, 20%. C'est la rétrocession. Qui est contre? Qui est contre quoi? La première. La première. Qui s'abstient? Donc, vous remercie. Unanimité. Deuxième, Et là, on parle de la rétroactivité. et donc point numéro 3. Je suis d'accord, Thierry. Donc j'en fais, monsieur le rapporteur, l'attribution de compensation provisoire en 2024. Monsieur le rapporteur rappelle que conformément au 1 du 5 de l'article 1609 noni C du Code général des impôts, le Conseil communautaire communique aux communes membres chaque année avant le 15 février le montant prévisionnel des attributions de compensation. Il rappelle que ce montant provisoire pourra être ajusté d'ici à la fin de l'exercice en fonction des décisions prises par les communes membres sur les rapports d'évaluation de charges transférées validés par la commission locale de charges transférées, la CLEC. Par ailleurs, à la suite de la délibération fixant le reversement de la part de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau, l'IFER, liée aux éoliens, et afin d'échelonner cette dépense supplémentaire, il est proposé de régulariser les années 2019 à 2023, donc 3 années. Voilà la rétroactivité qui est là maintenant bien ciblée, qui avait fait l'objet finalement d'avoir un seul sujet. Là, on est sur 2 sujets et l'IFER qui a été voté dans l'unanimité. Maintenant, la rétroactivité, on a fait le débat tout à l'heure de la rétroactivité. Oui, voilà. On s'est trompé. Et tu as raison, on aurait dû... Claude, si je peux me permettre, dans le rapport en fait, de la délibération numéro 2, c'est pas clair sur la dernière phrase. Les communes percevront 20% du produit de l'IFER éolien issu des installations implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019. C'est un peu ambigu. Ah non, c'est la loi.
La loi date de 2019. Oui, mais ça inclut donc depuis le 1er janvier 2019. Et donc la rétroactivité s'applique depuis 2019. C'est ambigu. Donc on aurait pu mettre... Elle a été à votée, monsieur Réby, à l'unanimité. La loi, oui, mais dans le rapport, Je vais pas- on parle pas de la loi, on parle de... Je ne vais on pas parle de revenir, notre monsieur intercommunauté. Réby, monsieur Réby, je ne vais pas revenir sur un rapport qui vient d'être voté à l'unanimité. Là, je ne peux pas vous dire autrement que comme ça. On a eu le débat, vous pouviez faire vos remarques, on en aurait tenu compte ou pas, je n'en sais rien, mais le débat concernant cette délibération numéro 2 est clos. Et passons donc à la délibération numéro 3, dont je rappelle qu'elle fixe des AC avec l'application de l'IFER, avec une IFER pour les communes égale à 1/3 cette année et le reste dans les 2 mandats, enfin les 2 budgets à venir. Voilà. Mais en tout cas, sur le point numéro, en tout cas sur le rapport des AC, ce qui est regrettable, c'est quand même de dire qu'il y a un rapport qui était non voté, en tout cas qui n'est pas passé avec la démocratie justement du conseil communautaire au mois de décembre, et que finalement on le remet, alors détourné ou peu importe, sur l'attribution des AC, la rétroactivité. Donc je trouve, ouais, mais peu importe. L'autre fois, ce qui était rejeté, c'était notamment la rétroactivité, et là on le repasse tout doucement, tranquille. Non, on ne le repasse pas tout doucement, on le met sur la table. Mais c'est trop simple, parce qu'au final, et si je le redis, si maintenant ça serait pas repassé aujourd'hui, on aurait fait quoi? Le conseil communautaire prochain, on l'aurait remis sur la table. Non, mais si vous voulez, on va attendre le résultat du vote. D'accord? Ça fait 3 fois que vous le dites, donc je pense que nous l'avons répondu à la question là, par contre. Nous l'avons entendu, j'ai répondu. J'ai répondu, la loi est toute la loi, je n'ai rien d'autre à dire et j'ai même donné ma position qui a évolué. D'ailleurs, Fabienne peut m'en rendre compte et je m'en arrête là. Et vous avez parfaitement le droit de ne pas accepter cette rétroactivité. Vous en avez le droit et donc nous allons tout simplement passer au vote. Nous avons entendu votre remarque, donc j'imagine que vous allez voter contre ce qui est toujours votre droit. Et je ne suis pas certain à l'heure actuelle qu'il y ait une majorité qui va se dégager. S'il n'y a pas de majorité, j'en ai donné la conclusion et nous verrons à la fin de ce vote ce qu'il est nécessaire que nous fassions. Je ne peux rien dire d'autre et tout le monde a bien entendu que vous trouviez que c'était anormal, c'est votre droit de le penser et c'est votre droit de voter en conséquence. Je ne peux pas être plus clair. Maintenant, on revient plus sur... Bien, Claude. Ah bon? Vous mettez au vote. Alors, qui est contre? Ah, il y en a 2. Alors, c'est vous? C'est une majorité, c'est ça? Oui, majorité. Qui s'abstient? Un Bellucci. Et Pas un... moi, hein. Moi non plus. Mais il y a... Donc une voix pour monsieur. Il y a Viviane qui s'abstient. Ah, moi, j'ai levé les 2. Ça fait donc 3 Pas la mienne. abstentions. Hein. Moi je suis pas... 3 abstentions, on est d'accord pour Audin? 3 abstentions et 8 Et 8 contre. Et qui est pour? Le reste. Le reste. Thierry, vous faites le décompte si vous voulez bien. Bien. Adopté à la majorité. Et quelque part, je me dis que voilà un sujet qui n'aura pas à revenir sur la table. Dieu sait s'il y en aura d'autres pour nous occuper, d'accord? Le mandat est encore long. On me fera sans doute encore part d'un certain mécontentement par rapport à ce qui a pu être dit ou fait ce soir. Mais je considère, moi, et avec les réserves que j'ai faites, que nous avons avancé dans un conflit qui n'a que trop duré. Et je répète que je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Bon, ça... On fait les mêmes méthodes que la droite, c'est bien quoi. Pardon? On fait les mêmes méthodes que la droite. La droite sarkozyste quand il... Non mais alors là, je me permettrai de vous faire remarquer que je ne suis pas dans un débat politique. Bah on y est là. Et s'il y a s'il y a une chose que j'ai évité jusque-là, c'est bien de rentrer dans ce type de débat purement politique. Parce que là, alors, si vous considérez que je fais partie de la droite sarkozyste, c'est une déclaration qui vous appartient, mais qui vous ridiculise. Voilà. Bon, donc le ridicule ne tuant pas, le ridicule ne tuant pas, vous avez toutes vos chances de survivre à ce conseil communautaire. Je vous propose de passer au point suivant.
qui est donc relatif à l'environnement. Stéphane Brusco étant absent, il a pris des vacances. Comment peut-on? Ah, voilà. Et excusez avec pouvoir, fixation des tarifs intercommunaux pour le service des ordures ménagères. Alors, vous avez le projet et le rapport. Je commencerai par dire que notre régie a été contrôlée, la régie des ordures ménagères. Et elle a été contrôlée avec la satisfaction de ceux qui sont venus nous contrôler. Et donc c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, et je tiens à le souligner, d'accord? Parce qu'on entend souvent un certain nombre de choses. Moi, quand je lis que le 15 décembre, Madame la chef de service comptable de Hayange n'a pas émis de remarques particulières sur la régie, et que donc elle la considère comme bien tenue, mais qu'elle nous demande néanmoins à la fois de simplifier et de réviser la grille des tarifs, ne serait-ce que pour leur faciliter la tâche d'ailleurs dans la gestion, ce qui nous conduirait à une augmentation de leur tarif, c'est vraiment 3% sur l'ensemble des tarifs. Hein. Ou à peu près, enfin en gros ça fait une augmentation de 3%, donc même pas égale au coût de la vie, d'accord? Et nous ne pouvons, j'allais dire, que souscrire et considérer que 3% par rapport à l'inflation, on n'est pas dans des domaines absolument insupportables. Voilà, donc, la régie s'est bien tenue, parfait, on peut être content. 2, je vous propose une nouvelle grille des tarifs donc, qui a été mise de côté, donc ça concerne à la fois les équipements des bacs, les bacs eux-mêmes, etc. Avec l'ancien tarif et le nouveau tarif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Qui est contre ce que je viens de vous proposer comme nouvelle grille de tarifs? Qui s'abstient? Une abstention, donc 2. Je vous remercie. La délibération qui suit est encore beaucoup plus simple. Pardon. Ah, Monsieur Bourson, la grille des tarifs. C'est bon, oui. Merci, Monsieur Bourson. On peut pas revenir en arrière, ça a été voté, on peut pas revenir en arrière. Parce que si on peut pas revenir en arrière sur la délibération numéro 2, on peut pas revenir sur Monsieur Bourson n'a pas participé au vote. Il faut être cohérent alors. À l'unanimité, moi, il faut attendre. Non, mais ça y est, je suis cohérent, Monsieur Rémy. C'est bien, non, mais... Heureusement qu'on vous fait la remarque. Oui, mais heureusement qu'on me fait la remarque. Il est bien évident que je m'en souviendrai en temps voulu. Voilà, c'est tout. Donc, Monsieur Bourson, vous noterez qu'il était absent au moment où on a mis au vote, et vous noterez donc qu'il n'a pas pris et participé au vote. Monsieur Bourson, vous présenterez vos excuses les plus infinies au Conseil. Oui, c'est ça. Merci. Bien, passons donc à la délibération suivante. Prolongation contrat éco-organisme. Je résume cette délibération. Au mois de décembre, Thierry, ou avant, précédemment, nous avons pris une délib. Voilà. Pour déléguer un certain nombre de services à un éco-organisme et mettre une convention en œuvre. Cet éco-organisme a changé de nom. Je résume. Et donc, ce que je vous demande, c'est que cette convention que vous avez votée, c'était à l'unanimité, Thierry? Oui, il me semble. Soit reprise telle que, mais nous changerons le nom de l'éco-organisme, qui devient donc maintenant... Éco-organisme à la place de éco-maison. Voilà. Éco-organisme à la place de éco-maison, mais il y avait aussi Valdélia et Valovat. Est-ce que vous acceptez le principe que nous reconduisions une convention que vous avez déjà acceptée en changeant simplement le nom du prestataire? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité et avec M. Bourson, je vous remercie. Ah, pardon, deux abstentions. Non, il n'y a pas de souci. Je levais la main pour une question. Ah, alors, posez la question. Même si Stéphane n'est pas là et on lui souhaite un bon séjour, depuis le 1er janvier 2024, les collectivités territoriales sont tenues de récupérer et mettre en place un prix à la source des biodéchets. Oui. Alors, je sais qu'il y a quand même des choses qui ont été faites en la matière, oui. Il y a des bacs, etc. Mais est-ce que d'autres choses sont prévues, comme une collecte au porte-à-porte ou autres dispositifs
qui déjà fonctionne dans d'autres collectivités Oui. territoriales. Je vous rassure, oui, d'abord parce qu'il y a une obligation. Et donc, il serait difficile qu'on ne s'y soumette pas. On n'est pas la seule interco à ne pas avoir tout mis en œuvre dès le 1er janvier 2024. Il y a un certain nombre de politiques qui ont été mises en œuvre, et notamment le compostage, qui rend déjà de grands services. Et puis le STOM, d'accord, a commencé à mettre en œuvre les appareils qui permettront de faire le tri des biodéchets qui, sauf erreur de ma part, seront relevés dans les sacs noirs. Je ne me trompe pas, Thierry? J'aurais dit rouge, moi. Oui, non, mais ils seront rouges dans les sacs noirs. Voilà. Et donc la collecte se fera bien au porte-à-porte, d'accord? Puis lorsque ça arrivera là-bas au STOM, les sacs seront éventrés, les sacs rouges, c'est un robot qui les sortiront et on aura nos biodéchets. Oui. Moi, je veux dire que c'est un non-sens par rapport à ce qu'on a mis en place pour alléger la poubelle noire. Bon, on met quelque chose dans la poubelle noire, on sort la poubelle plus souvent. Alors, ça, Alors, vous pouvez penser que c'est un non-sens. Je peux l'entendre. Mais dans ce cas, si on ne le met pas dans la poubelle noire, on va le mettre dans des sacs rouges qu'on déposera devant la porte et on fera une collecte spéciale. moi, je suis d'accord. Hein. Ah oui? Et qui va payer cette collecte Alors, il supplémentaire? ne fallait pas mettre en place la première... Eh bien, écoutez, elle est mise en place, la Tommy. Changer de solution. Non. Changer de solution. Non. Laissez-moi finir. Oui. Essayer de faire des grands collectes, des grands collecteurs de... Moi, je vais vider mes ordures ménagères là où il faut. Non, vous allez amener vos Je les biodéchets. Oui, les déchets, mes biodéchets. Vos Je les amène biodéchets. au compost, déjà. Bien. Sauf Là, qu'au alors, compost. Je pourrais très bien les amener dans un composteur, pas dans un composteur, dans un bac qui serait enlevé par la communauté de communes, par le STOM, puisque c'est le STOM qui va le valoriser en faisant du biogaz. Oui, on aurait pu envisager, comme en Alsace par exemple, puisqu'on voit, où il y a des installations dans un certain nombre de communes, parce qu'ils l'ont développé relativement de manière importante, où on amène tous ces biodéchets, d'accord, dans des containers bien particuliers qui sont ensuite levés. Bien. Nous sommes adhérents au STOM et vous avez des représentants au STOM. Le STOM, c'est un syndicat, il décide d'un certain nombre de choses, dans son âme et conscience, avec des représentants de la communauté de communes, non? Ah, mais on n'est pas les seuls. Oui, mais... On n'est pas les seuls. Donc, ce que je veux dire, c'est que notre représentant, j'en ai parlé, moi, il a fait fi de ce que... non, mais on peut toujours éventuellement On transmettre... n'en a pas beaucoup discuté, mais je vais continuer à faire du compost, et puis c'est tout. Alors, Hein, j'espère qu'il y aura encore les bacs à compost. mais ce serait complètement idiot, et je rappelle quand même que la communauté de communes a mis ses bacs à compost à de nombreux endroits, que nous payons 2 agents systématiquement pour qu'ils fassent l'entretien de ces bacs à compost, et Dieu sait si la tenue de nos concitoyens amène à avoir à s'en occuper très particulièrement. Je sais, moi je surveille un composteur hors messe, merci, d'accord? Il joue encore des horreurs, et voilà. Donc on paye quand même 2 personnes qui s'occupent de ça, et on a été subventionné pour ça. La seule problématique, c'est que nous avons des composteurs collectifs. Et dès lors, ces composteurs collectifs ne sont pas faits pour ramasser tous les biodéchets. Ils sont faits pour ramasser des déchets de table, des déchets verts. Les gens n'ont pas encore compris que je ne voulais pas avoir 3 kilos de pâtes dedans parce qu'on ne les avait pas mangées. Non, mais je l'ai vu cette semaine, d'accord? Que j'avais de la glace, donc je ne savais pas quoi foutre avant de partir en vacances. Composteur. Ou que la courge, qui est comme ça, est d'ailleurs parfaitement comestible, je ne vais surtout pas m'embêter à la couper en morceaux. Je la jette comme ça. Parce que la réalité du composteur, c'est ça. Or, on va avoir une campagne qui va dire composter dans le cadre de ce traitement des biodéchets. Et il va falloir qu'on explique bien que composter chez soi, dans son composteur, qu'on régule soi-même et dans lequel on peut mettre à ce moment-là... Au 4e étage. Donc, c'est... Non, mais... Au 4e étage, on ne peut pas le faire. Encore qu'on peut en avoir un sur son balcon, si toutefois on a un balcon, mais...
Donc, dès lors qu'un composteur est collectif, il ne s'applique pas les mêmes règles qu'un composteur individuel au fond du jardin. Et les campagnes qui vont se faire sur les biodéchets et les composteurs vont laisser entendre qu'on peut tout mettre dans les composteurs, et là on va avoir un vrai souci de communication. Donc, pour répondre à la question de M. Guillotin, oui, et avec une valorisation de ces déchets qui devrait aller vers la méthanisation et la production de gaz, avec un schéma économique qui semble devoir tenir la route. Monsieur... Oui, moi simplement parce que forcément, étant au bureau du SMTOM et faisant partie de la municipalité de Naintiche, je tenais quand même à dire et à répéter que le biodéchet est forcément quelque chose qui va être valorisé à travers la méthanisation. Elle va prendre, je pense, son activité en 2025 si tout se passe bien. Donc ce qui nous permettra d'équilibrer mieux notre P0, parce que derrière, plus on va faire des recettes, plus on va bénéficier forcément d'une neutralité de l'augmentation. Donc ça, je pense que c'est plutôt d'aller dans le bon sens. Il faut savoir aussi qu'on passe de 132 000 en population à 211 543. Ça prouve bien que les SMTOM cochent quand même des cases. On avait un problème de maturité au SMTOM. C'est-à-dire maturité, on n'avait pas la taille qui allait bien. On était bien en dessous de ce qu'il devait avoir pour essayer de maîtriser nos coûts. Et on voit bien qu'on a eu l'adhésion de la communauté de communes du pays de Montmédy, hein, ce qui a forcément amélioré les conditions liées finalement à la structure et aux frais de structure. Et je pense que les SMTOM répond aux conditions, et je pense qu'on sera même surpris d'avoir d'autres adhésions, parce que vous savez très bien, en matière aujourd'hui de déchets, il y a deux problèmes. Il y a l'incinération qu'on n'aime pas trop, et l'enfouissement qui est interdit. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas en capacité de cocher des cases, la TGAP ne cesse d'augmenter, les coûts ne cessent d'augmenter, il faut qu'on soit là aussi en état de taille importante pour essayer de limiter les augmentations qu'il risque d'avoir. Et le biodéchet, je répète encore une fois, le biodéchet prendra finalement que sa valorisation que quand la centrale de méthanisation fonctionnera fin 2025. Donc pour l'instant, on est dans un processus d'obligation de traiter le biodéchet. Mais je suis d'accord avec toi que les composteurs doivent exister, doivent être là, c'est un service, et je pense que demain, je vois mal comment on pourrait s'exonérer de... Mais il n'est même pas question qu'on les enlève. Donc voilà, si ta préoccupation est... Enfin, en tout cas, je vais vous redonner la parole. En tout cas, tant que je serai président de cet interco, non mais parce qu'après tout, il n'y a pas que moi qui décide, mais je ne vois aucune raison valable, de retirer les composteurs. Et d'ailleurs, on a investi quelque part là-dedans pour avoir du matériel. Et je rappelle qu'on a investi puisqu'on paye des agents pour qu'ils s'en occupent. Et que nous redistribuons, sur des actions particulières, on redistribue le compost, mais la matière sèche et le compost qui est produit actuellement sont disponibles pour ceux qui le souhaitent à la déchetterie. C'est-à-dire que ce compost, on le remet à disposition de la population. Voilà. Monsieur Guillotin ? Deux petites choses. La première chose, merci pour votre réponse, Monsieur le Président. Monsieur Bossec, on est complètement d'accord avec vous, hein, on va valoriser les déchets, parce qu'ils seront dans un sac rouge. Mais quelle incohérence, je rejoins mon collègue, de mettre le sac rouge dans le sac noir. Non, mais alors, je vais... Donné, je pense que... Attendez, non, mais je réponds. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait une ânerie et j'ai bien dit à Thierry. Les sacs rouges seront des sacs rouges qui seront mis dans le bac noir et pas dans le sac noir. Ah, d'accord. Ce qui veut dire qu'on le lève, il fait partie d'une levée, et il n'y a pas de valeur. Donc il ne sera pas dans le sac, il sera dans le bac et la machine fera le tri à la sortie. Parce que là, je ne comprenais pas, et les gens n'auraient peut-être pas compris. Et il était logique. Il était logique que vous souleviez la question, mais j'ai bien dit, si je ne dis pas d'ânerie, j'en ai dit une, je viens de la rattraper, et ça prouve que Nathalie nous suit en direct, puisque le SMS, il vient de tomber là. Voilà. Et dernière chose, hein, parce que je finis mon explication, le budget annexe, aujourd'hui, c'est un peu plus de 50% ce qu'on donne au SMTOM. Donc, plus on va maîtriser nos coûts, et plus on va maîtriser notre budget annexe. Enfin, c'est mécanique, après on peut expliquer ce que l'on veut, mais c'est une réalité. Donc il faut voir plutôt ça à long terme plutôt qu'à court terme.
Bien, Moi, alors, je veux juste pas payer plus que je paye. ben ça, alors, je peux rien vous garantir parce que nous savons parfaitement, et on l'a toujours dit, que nous avions des efforts énormes à faire pour tenter de faire en sorte que ça n'augmente pas trop. Et ça, c'est quelque chose que j'ai répété sans arrêt, et je ne suis pas le seul à le dire. Tout ce que nous pouvons faire, nous savons que le traitement de nos déchets que nous produisons, avec des choses sur lesquelles on ne maîtrise pas tous les process des industriels qui nous obligent. Ah, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il faut les traiter et il faut s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, ou les recycler, ou les ça a un coût. Et actuellement, les soucis qu'on pourrait avoir sur le territoire, c'est que vraisemblablement des lieux d'enfouissement sur le territoire. C'est-à-dire, il y a bien des endroits où il faut encore. Le seul qui est le plus proche de chez nous, c'est à Boncourt, dans l'arc mosellan, et ils viennent d'avoir une autorisation pour encore 1 an. Une prolongation. Ouais, ça veut dire qu'ils ne peuvent engager aucun travaux pour faire suite, d'accord? Et on risque d'avoir quelques soucis, au même titre que pour l'incinération des déchets, pour l'instant, quand on regarde ce qui se dit au niveau de la région, il n'est pas improbable qu'on finisse par amener nos déchets en Alsace pour les incinérer. Alors que nous avons à Metz une usine qui serait en capacité d'eux. Mais ça, c'est des discussions âpres à Metz ou ailleurs, auxquelles je participe régulièrement. Je pense qu'on finira par trouver un accord pour notre coin, mais c'est pas gagné. Bien. Oui. Il faudrait quand même insister sur la communication pour dire ce que c'est que les biodéchets, parce qu'il y en a qui mettront de la viande. Non mais, alors, j'ai bien dit, on va avoir un souci de communication pour que les gens ne mettent pas n'importe quoi dans les composteurs. Parce que si je mets n'importe quoi, bah, ceux qui s'occupent des composteurs se débrouilleront, et moi ça me fera un sac rouge qui ne sera pas levé. Mais la levée, elle sera comptée quand même. Bon. Et là, on va avoir un vrai souci. D'accord? Donc il faudra qu'on mette les moyens en œuvre. Mais comme on l'a fait pour le tri sélectif. Oui, mais pour le faire régulièrement, par exemple à OMS et sur la page d'OMS Information, c'est long. C'est très long. Néanmoins, depuis qu'on a des agents, moi je constate que nos composteurs sont quand même en meilleur état, d'accord, global, et qu'on sort un compost qui est quand même relativement de qualité. Mais il a fallu qu'on investisse pour ça. Est-ce qu'on avait fait le vote ou est-ce que vous avez posé votre question et puis que finalement on n'est pas arrivé? Après le vote. Bien, donc le vote est acquis. Bon, je voulais juste souligner une chose, c'est que la réflexion de René, je la trouve très justifiée. Hein, c'est-à-dire que quand on dit combien que ça va nous coûter, je me mets aussi à la place des gens qui... on explique à chaque fois que c'est bien, c'est vrai, il faut qu'on partage, il faut que les gens participent, ça coûte de l'argent et ainsi de suite. Mais ça, plus ça, je veux dire, est-ce que des fois, en termes de délai, est-ce qu'on ne pourrait pas justement un peu calmer le jeu? On a fait beaucoup de choses, moi je pense, au niveau des poubelles jusqu'à maintenant. On a eu une évolution entre les premières poubelles et puis le tri sélectif, les poubelles transparentes et ainsi de suite. Et puis bon, en rajouter... Bon, ouais, non mais Carmelo. Non mais c'était simplement. Hein, oui, ça veut dire que dans la communication, les gens ne vont rien comprendre. Non mais on essaiera de faire au mieux et s'il vous plaît, s'il vous plaît, donc on essaiera de faire au mieux, mais c'est sûr que quand les gens ne veulent pas comprendre ou ne veulent même pas lire ce qu'on leur dit, ils ne comprennent pas, ils ne lisent pas. Ça, c'est d'une évidence absolue. Carmelo, je vais te répondre ce que j'ai déjà pu répondre par rapport aux éoliennes. C'est la loi. Et la loi ne nous a pas accordé, que je sache, de pause. Voilà. Et la loi qui dit que ce sera 65 tonnes à l'enfouissement pour finir, elle est là. D'accord? Fabienne. Moi, d'après ce que j'ai compris, les biodéchets, aujourd'hui, il y en a plein qui les mettent quand même dans leur poubelle aujourd'hui dans leur sac noir. Oui. Hein? Oui. Donc ça ne changera rien au niveau de la levée, puisqu'on le mettra dans le rouge. C'est juste le problème, c'est le tri. Tu vas c'est mettre le tri qui est le problème. Ils en mettront d'autant moins qu'ils iront mettre leurs épluchures. Tu vas mettre les épluchures avec ce que tu mets à côté dans le composteur, tu vas mettre dedans. Voilà, il faudra que les épluchures aillent au composteur. C'est pour ça qu'il faut une bonne information pour expliquer aujourd'hui que les composteurs restent. Les gens qui font un compost aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils vont changer leur façon de faire. Ah bah, pourquoi pas, non? J'espère pas, quoi. Là où le risque, hein. C'est juste. Là où on aura le problème,
ça change rien. C'est que le mec, même s'il met rien dans sa poubelle parce qu'il fait un tri vertueux, biodéchets et tout, il ne pourra pas sortir de sa poubelle qu'une fois par mois. Quoi, je veux dire. Même s'il a fait ça au fort, il ne pourra pas. Il va macérer, enfin ça, c'est pas possible. Donc quelque part, il faut que... on ne peut pas laisser une théomie et en même temps encourager au biodéchet. Enfin, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué, mais si. Parce que le biodéchet est bien l'un des déchets, et le reste, le fait qu'il y ait une théomie, doit inciter à faire gaffe. Je prends un exemple. Dans le compost, on peut mettre du carton. D'accord? Eh ben, je pousse le vis jusqu'à prendre certains de mes cartons. Dans mon bio-seau, la première couche, c'est du carton. Et qui va en matière sèche. Eh ben, c'est autant que je n'ai pas mis au ramassage des sacs transparents. Mais ça, ce sont bien des comportements, j'allais dire citoyens. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde le comprendra? Si on regarde la rue du laboratoire, tout le monde n'a pas encore compris qu'on décharge ces déchets sur les trottoirs. Enfin, moi j'ai quand même un message à faire passer du SMTOM sur la particularité aujourd'hui de nos déchets. Encore une fois, nous avons 5% de verre dans nos déchets ménagers, qui nous coûtent une fortune au traitement. Enfin, et c'est pas encore entré dans la tête, 5%, c'est énorme. Verre, oui. VE2RE. Oui, oui, c'est bon. Oui, parce que comment dans le compost, on en trouve aussi quand les gens ont mis de la viande. Surtout quand on attend un mois, et l'été. Mais honnêtement, c'est aussi des informations. Bien. Avant de passer au point 6, je vais soulever la deuxième erreur de ce conseil communautaire, c'est que nous n'avons pas désigné de secrétaire de séance et que l'ordre alphabétique que nous appliquons immédiatement fait que l'un des tout derniers à avoir pris la parole, à savoir Carmelo Lopresti, tu es secrétaire de séance. Ah bon. C'est moi le secrétaire, ok. Voilà. Tu l'apprends un peu tardivement, mais ainsi la procédure est-elle respectée. Point 6, session de l'EPA Alzette Belval, tu nous en dis deux mots, Jean-Jacques Bourson, s'il te plaît. Oui, ça va aller assez vite. Donc, l'établissement public d'aménagement d'Alzette Belval, notre EPA, juste à côté, donc sollicite la CCPHVA dans le but d'acquérir les parcelles cadastrées section 10, numéro 121 au Deltiche, 2 mètres carrés. Voilà. Et la section 10, numéro 123 au Deltiche, 8 mètres carrés, afin de les intégrer dans leur projet immobilier situé rue du Laboratoire. On aligne, voilà. De ce fait, la CCPHVA a sollicité une estimation des terrains auprès des services de France Domaine, qui ont fixé un prix à 20 € le mètre carré. Donc, considérant le prix modeste proposé par les services de France Domaine, 200 € pour la cession des deux parcelles, 8 plus 2, ça fait 10, à 20, ça fait 200. La CCPHVA propose à l'Assemblée de céder les parcelles à l'euro symbolique, à l'EPA, d'Alzette Belval. Donc, le projet de délibération, c'est bien sûr, je vous passe les articles habituels, L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le pôle d'évaluation domaniale, l'estimation du pôle d'évolution domaniale du 18 janvier 2024 et l'autre du 26 janvier 2024. Considérant que l'EPA Alzette Belval a proposé d'acquérir les parcelles cadastrées section 10 et numéro 121 et numéro 123 afin de les intégrer dans leur projet immobilier situé rue du Laboratoire, considérant que la CCPHVA de toute façon n'a plus d'utilité à conserver ces deux petites parcelles, décide de ne pas suivre l'avis des domaines qui suggère un prix de cession de 200 €, 10 € du mètre carré, comme on l'a dit, donc pour les deux parcelles, décide de céder les parcelles cadastrées section 10, 121 et 123 de l'EPA Alzette Belval à l'euro symbolique, dit que les frais, ça toujours que les frais d'acte seront d'ailleurs là à la charge de l'acquéreur, bien entendu, et donc autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document et effectuer toutes les démarches nécessaires de cette vente. Des remarques? Des interrogations? Pourquoi l'euro symbolique, ils n'ont pas assez d'argent pour payer 200 €? Alors, c'est une question qui a été posée en bureau. En fait, les 200 €, ils les ont. D'accord? Alors, je vous dis, alors, passons sur la procédure de recours. Mais il faut savoir
que les négociations avec l'EPA concernant la rétrocession de l'ensemble des terrains de la rue du laboratoire à Audin-Quiche. Thierry? 200 000. La réflexion de toute la... Voilà. Donc, non, mais donc, si vous voulez, vous me posez la question et je dis que entre 200 000 et 200, nous pouvions envisager de céder à l'euro symbolique de manière à faciliter. Ils ont pas fait un cadeau à la ville d'Audin-Quiche. Non, est-ce que j'ai dit qu'on avait fait un cadeau à la ville d'Audin-Quiche? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que ce qui aurait pu nous coûter 200 000 nous a coûté rien. Il se trouve que nous sommes sur des terrains qui sont à Audin-Quiche. Bien. Donc entre 200 000 et 200, nous vous proposons l'euro symbolique. Vous avez parfaitement le droit de le refuser. C'était une remarque. Et vous avez le droit de le refuser. Bien, maintenant que nous avons un secrétaire de séance qui pourra, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bon, ben voilà, il a dit merci. Point 7, qui aurait normalement dû être traité par notre vice-président en vacances. Covoiturage et dispositif d'incitation Blablacar Daily. Alors, vous vous souvenez qu'on avait fait une présentation et qu'il y a eu un accord de principe, et d'ailleurs on le retrouve dans le budget, pour inciter au covoiturage, mais lorsque nous discutions à ce moment-là, nous discutions avec, comment s'appelait la société, Thierry? Klaxit. Voilà, Klaxit. J'avais informé, ce me semble, que Klaxit était en voie de rachat par Blablacar, ce qui a été fait au 1er janvier de cette année, d'accord? Et Blablacar a fait de ce service Klaxit quelque chose qui s'appelle Blablacar Day, mais qui reprend les services que pouvait rendre Klaxit. D'accord? Dans le cadre de notre compétence mobilité, et après acceptation pour l'inscrire au budget, nous vous proposons un financement dans le cadre d'une enveloppe bien précise, c'est-à-dire que quand l'enveloppe sera atteinte, elle sera atteinte, de manière à donner un coup de main au covoiturage sur notre territoire, sachant que dans ce principe-là, la communauté de communes qui accueille, d'accord, ou le pays qui accueille, finance une partie. Et je vous demande de bien regarder aussi tout ce que le Fonds vert a pu ramener dans cette mise en œuvre, c'est-à-dire qu'elle est, j'allais dire, acceptée au niveau de ces fonds d'État et que nous sommes quand même assez correctement financé. Je vois une question sur M. Spisak. Plusieurs questions. D'une part, l'aide, elle s'articule seulement pour les gens du territoire de la CCPHVA ou alors une personne qui vient d'un autre territoire, on prend l'exemple, qui vient juste d'Hérouville, qui n'est pas sur la même interco, il pose sa voiture chez nous, est-ce qu'il a le droit à l'aide? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est... Alors, c'est bien de favoriser le covoiturage. La seule chose qu'il y a, c'est que moi, c'est pour ça que ma première question induit la deuxième, c'est j'ai juste peur que de plus en plus de monde viendront sur nos territoires pour laisser les voitures pour la journée, parce que je pense que dans chaque ville, la problématique qui se pose, c'est les voitures qui stationnent toute la journée et qui ne bougent pas. Et donc, j'ai juste peur que ça incite justement à poser sa voiture chez nous pour partir après. Alors, le dispositif s'adresse à des trajets domicile-travail. Domicile-travail. Il n'est pas question, a priori, de quelque chose où je m'arrêterai quelque part pour repartir. D'accord? Donc je réponds en partie à votre question. Et dès lors que c'est du domicile jusqu'au travail, le covoiturage se fait sur ce trajet-là avec des gens qui pourraient monter à un endroit ou à un autre. On est bien sur un domicile. Que maintenant je m'arrête dans un parking de covoiturage pour récupérer quelqu'un, c'est autre chose. Mais moi je suis bien parti de mon domicile. D'accord? Voilà. Si quelque part on était amené à financer ça, on peut se dire que de toute façon cette voiture qui à un moment ou un autre rejoint notre territoire pour faire du covoiturage, elle serait de toute façon passée chez nous. Ah, donc l'objectif de ce covoiturage, c'est quoi? C'est quand même d'essayer, dans la mesure du possible, ou de tenter de favoriser une mobilité où on aura un peu moins de voitures chez nous que nous n'en avons. Je rappelle aussi que c'est expérimental.
D'accord? Si au bout de cette année, parce qu'il me semble que c'est renouvelable tous les ans, enfin bon, on peut arrêter. On fait le bilan et on arrête. Si demain le fonds vert nous disait on ne vous subventionne plus, ben, on n'a pas les moyens forcément d'aller couvrir ce que le fonds vert nous donne actuellement. Donc on est bien dans le cadre de cette compétence à essayer quelque chose dont on ne mesure pas encore nécessairement les effets négatifs ou positifs. C'est bien une expérimentation qu'on vous propose. En même temps, il y a d'autres intercos qui sont rentrés dedans, qui semblent ne pas en être, enfin qui semblent en être assez satisfaites. J'avais proposé dans le cadre du PMF, mais ça n'a pas été entendu, ou c'est des histoires de délai, que les intercos se regroupent pour négocier le marché. Sachant que ce sont des contrats à durée déterminée, ça viendra sans doute et on y a tout intérêt. C'est-à-dire que plusieurs intercos discutent des tarifs, du service, et en tout cas les intercos frontalières. Voilà ce que moi je peux vous dire, sachant que je ne suis pas un hyper spécialiste du dossier. Thierry, il y aurait quelque chose à rajouter par rapport à la question qui a été posée? Voilà, il y a d'autres collectivités qui sont rentrées aussi dans le dispositif, entre autres Metz Métropole y est déjà depuis longtemps, le Luxembourg y est, récemment l'Arc Mosellan y est rentré, et je crois qu'il y en a encore quelques-unes autour de Metz. Oui, il y en a d'autres qui vont y rentrer, et du côté de la Meurthe-et-Moselle, on lui se poser la question. Et j'en avais d'ailleurs discuté avec le président du SMITRAL pour voir. Bon, ça s'est pas fait pour qu'on le fasse ensemble, mais ce sont des questions qui se reposent. Le paiement, en fait, je confirme le paiement n'interviendra que si le point d'arrivée, c'est la CPGVA. Et on peut partir de Metz et aller jusqu'au Luxembourg, c'est Luxembourg qui paiera. Monsieur Morestin, question. Est-ce qu'on pourra avoir l'information concernant le fonds vert, si c'est accepté ou pas? Parce que pour l'instant, la demande va être faite, c'est ça, si j'ai pas compris? Du coup, vous avez dit que vous êtes, enfin, il y a déjà d'autres collectivités. Alors, mais eux, quel retour ils ont? Parce que vraiment, enfin, c'est pas le fait d'être, c'est pas le covoiturage qui me dérange. Hein. Moi, vraiment, ce qui me dérange, c'est plutôt les voitures tampons qui vont rester, qui vont stagner toute la journée. Et aujourd'hui, vu qu'on manque de parking dans chaque ville, et puis les parkings de covoiturage sont très peu présents sur notre territoire. Hein, donc, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Parce que si aujourd'hui, alors tant mieux, il y a plus de monde qui font du covoiturage, mais s'ils laissent les voitures de la journée, le passage des voitures, on ne pourra pas désengranger le flux des voitures qui passent quotidiennement, mais on peut augmenter par contre le flux de voitures qui vont stationner quotidiennement sur notre territoire. Quoi. Thierry? Oui, je vais juste apporter une petite précision. En fait, donc, bon, la Blacard aujourd'hui, le process, en fait, c'est pas d'amener des gens à partir d'un parking de covoiturage. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais l'idée, en fait, c'est d'aller récupérer les gens à environ, il donne une distance environ de 700 mètres de la maison. Voilà. Donc, pour éviter justement ce que vous dites exactement. Voilà. Alors, les intercos qui sont lancées, elles n'ont pas un rôle énorme, hein, d'accord? Parce que enfin, Metz Métropole, je ne sais pas, mais pour les autres du Nord Lorrain, on est dans le cadre d'une année. Et donc, quand je dis que les retours sont positifs, c'est que ça semble marcher et que les demandes qu'ils ont rentrent dans le cadre. Est-ce que ça commence à leur poser des problèmes sur les covoiturages? J'en sais rien. Je veux dire, et je répète, si les effets négatifs étaient supérieurs aux effets positifs, on laissera tomber. On est bien dans le cadre d'une expérimentation. Et tant qu'on n'a pas essayé, ben, on ne sait pas. Voilà. En attendant, il me semble quand même que par rapport à tous les objectifs de transition, on a peut-être intérêt à essayer de faciliter ce type d'initiative. Bon, ça, c'est une décision. Ouais, est-ce que la transition est quelque chose d'important ou pas? Est-ce que tous les petits moyens qui peuvent y servir sont importants ou pas? Voilà. Donc, d'autres remarques? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, non, mais je suis en train de Madame Cougouille. Non. Donc il y a 4 avec vos pouvoirs. Ça fait combien? 2, 3, 4. Ça fait 7 en tout. 7 abstentions, parce que nous on est 8 chez nous. C'est Madame Cougouille. 7 abstentions. Non, 6, pardon, 6 qu'elle est de procuration, désolé. Donc ça fait 6 abstentions. 6 abstentions. On est d'accord sur le compte? Ouais, après. Bon, et le reste pour, donc adopté à la majorité.
On en est au point 8. Ouais, c'est bien. On mangera la soupe relativement tôt ce soir. Ah, je crois qu'il y avait un match de foot. Non, non, c'est demain le match de foot. Donc là, ce sera la soupe à une heure raisonnable. C'est carnaval. Subvention 2024 à l'association thionvilloise d'aide aux victimes atteintes. Alors, deux choses. D'une part, ça a été accepté par le budget, mais d'autre part, on a eu éventuellement des questions de Villerue auxquelles on a répondu au bureau. Et puis, M. Guillotin nous a demandé si nous pouvions avoir un certain nombre de pièces, notamment le procès-verbal et la situation financière, enfin, l'arrêt des comptes. Hein. Je viens de les avoir. Donc Marie-Rose les a reçus il y a 5 minutes, hein, elle me les a transmis. On va vous les envoyer, Monsieur Guillotin, donc ils se sont soumis à leur obligation légale. Je crois qu'ils n'ont pas trop alors on leur a demandé un peu tardivement peut-être, mais en plus je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude qu'on le leur demande. Donc en tout cas, je les ai là, j'ai vérifié la validité des pièces, vous avez les signatures de l'Assemblée Générale, etc. etc. Donc on voulait... juste le bilan financier et que le cabinet comptable doit transférer. Voilà. Donc dès que je le reçois, je vous le renvoie. Donc on a tenté de répondre dans les délais. Alors dans les délais, c'est presque, sauf que vous n'avez pas le temps de le lire tout de suite. Mais en tout cas, soyez assurés que vous aurez ces pièces qui, d'ailleurs, on a le droit de les demander. Donc vous les aurez. Donc la table, on en cause tous les ans. Hein. On a des remarques. Bon, on a eu une réponse sur la fréquentation Villerue-et-il qui a été donnée au bureau. Sébastien ? La semaine dernière, oui, mais... on a répondu que les éléments qu'on avait ne permettaient pas de... Voilà, on a des éléments de fréquentation, mais nous n'avons pas la possibilité de savoir combien de Thillois ou de Villerupsiens. Ce qui est dommageable, ce qui est pénible, c'est que chaque année, c'est les mêmes questions qui sont mises sur la table. Chaque année, on nous balade, on nous explique que lui peut-être, et chaque année, ce n'est pas possible. Donc c'est pénible, et puis c'est les mêmes questions liées avec les deux départements sur le 57 vers le 54, ça peut engendrer on peut revenir sur d'autres questions à mettre sur la table. Mais c'est pénible, donc on n'a toujours pas d'avancée sur la mobilité concernant justement ce qui est utile, hein, la table c'est très utile, mais il n'y a pas d'organisation qui est faite pour amener justement les Thillois ou les Villerupsiens justement à ce service qui est très important. Et on n'avance pas d'un millimètre. Mais dans le Tiche à Villerue, il y a quand même des bus. Non. Pas du tout. Bah non. Et aucun citoyen ne vous en solliciter éventuellement pour profiter d'un transport? Non, mais je pose la question parce que c'est un indicateur. Si la question du transport, c'est toujours posé, notamment quand il y a eu justement les lignes transfrontalières ou alors avec le, je ne sais plus comment ça s'appelle, le cabotage, pardon. Justement, d'ailleurs on a appris... Les gens ne peuvent pas descendre. Voilà, mais d'ailleurs apparemment, alors à la dernière réunion on nous avait dit, dernière réunion on nous disait qu'il suffisait juste de faire un courrier, bon j'y crois pas trop, pour demander la fin du cabotage, mais maintenant toute la question, alors encore une fois c'est pas la subvention qui... parce que voilà, il faut, mais la seule chose c'est dommage que comme c'était dit que, encore une fois, c'est ce qui se fait en Moselle, en tout cas ils ne viennent pas sur la Meurthe-et-Moselle, donc toute la question est de dire si maintenant le CEDIF qui a les mêmes actions en Meurthe-et-Moselle, que ce soit notamment sur tout le domaine de la parentalité et tout ça, s'ils font une demande de subvention, est-ce que l'Interco va subventionner à la même hauteur, c'est-à-dire à 7 000 €? C'est la question que je pose ce soir parce que le CEDIF intervient en Meurthe-et-Moselle, ils interviennent aussi notamment, ils font des permanences à la ville de Villerue pour tout le truc de la partie parentalité et ainsi de suite. C'est la question que je pose ce soir. Ils ont le même champ d'action et ils interviennent chez nous. J'ai pas de réponse particulière à donner puisque nous n'avons pas été saisis de la question. Ben, mais quand on donne 7 000 à la table, on le donne pour un certain nombre de citoyens. Voilà. Comment se calcule la quotité? Pourquoi on n'est pas dedans? Moi je vous conseille de faire. On va demander au CEDIF justement de se rapprocher de la CCPHVA pour faire une demande justement de subvention. De l'aide du nombre de personnes accueillies. En tout cas, sur un bassin de population, c'est 13 000. On arrondit, Villerue-et-il, c'est 13 000. Donc après, sur le nombre, et je le dis, nous, ils font des permanences chez nous à la ville de Villerue, notamment. Ils interviennent sur le dossier de la parentalité aussi, et qui aussi... Mais on aura aussi quelque chose dans le domaine de la parentalité et financé par la communauté de communes à Audaltiche dans le cadre de ce qu'on a prévu pour le plan de la petite enfance. Hein.
Non mais quand je dis sur le CEDIF, ils ont aussi le même champ d'intervention. C'est juste la seule chose que nous on regrette, et on le redit, après ils ont les raisons, c'est juste que ce qui avait été demandé et depuis toujours, c'était de faire une permanence, même Tout simplement. enfin une ou deux permanences, que ça soit trimestriel, dans le 54. C'est la seule chose. Mais encore une fois, c'est l'interdepartementalité, pardon, qui fait qu'il y a des blocages. Comme pour moser l'attractivité, tout ce qu'il y a, c'est malheureusement. Si tu permets, Pierrick, on avait proposé l'année dernière la question, c'est vrai qu'elle était revenue. Et il est vrai qu'il y avait un problème de mobilité. Tu suggères une permanence trimestrielle, voire semestrielle, peu importe ou mensuelle, c'est une bonne idée. Mais en attendant que se règle la question de la mobilité, pourquoi ne pas envisager la permanence pour l'instant au plus près au CCAS de Daltige qui peut être tel jour, et justement prévenir les Vérupsiens que voilà, en raison de, parce qu'on n'a pas la mobilité, mais de prévoir que tel jour, une permanence peut se faire à la mairie de Daltige, et prévoir les rendez-vous avec les avocats de la table, et puis les personnes concernées là-dedans, en attendant de résoudre. Non mais ça je l'entends, c'est juste qu'il y a des personnes, peu importe, enfin, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Leur seul moyen de locomotion, c'est le bus. C'est la seule chose que je veux dire. C'est pas l'histoire. Même si les permanences, elles étaient faites ici au laboratoire, voilà, il y a simplement toujours en fait, c'est la. Alors, on va pas dire la question centrale, on va dire c'est l'histoire de mobilité. Si maintenant il y avait une mobilité, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Je suppose que des habitants de Boulanges doivent être dans le même. Mais bien sûr, non, mais même avec une mobilité, on a beaucoup trop d'habitants. L'idée de faire une permanence dans une commune au plus près de chacun pour faciliter. J'entends, Viru, c'est quand même entre Audin, voilà. Mais surtout en hiver et tout ça, c'est pas praticable pour les gens et c'est pas évident. Mais si on bloque une permanence et que les gens sont au courant qu'une permanence est bloquée à tel CCAS de telle ville, en attendant de résoudre le problème de la mobilité, parce que les bus, c'est très bien que c'est le problème de la région, et on n'arrivera pas à entendre raison avec eux pour l'instant, parce que c'est vraiment porte fermée auprès d'eux, et ils ne comprennent pas cette problématique de mobilité. Mais je pense que l'idée de la permanence, comme tu dis, elle est bonne. En attendant de régler le problème de mobilité, on peut déjà régler des permanences où les gens se rendent de Villerupt, qui peuvent se présenter à telle ou telle mairie, et au plus près à Audin. Et je ne refuserai jamais. Ah non, c'est pas la question. C'est pas la question. Je tenais pas à dire. Ah non, mais ça, à mon avis, s'il y avait des permanences dans toutes les communes, ça ne serait pas 7 000 € de subvention. Peut-être. Alors, je rappelle quand même que, alors, avec toutes ces réserves, il y a quand même eu 251 personnes l'année dernière. C'est pas rien. Pas rien. Je peux lire la défense. Oui, vas-y. Alors, Marie-Rose vous donne un complément et on passera au vote. J'ai complété un peu la défense parce que j'ai des nouveaux renseignements. L'association tournoise d'aide aux victimes ATA fait partie du réseau France Victimes ayant pour mission l'écoute, la formation juridique, le soutien psychologique et l'accompagnement des victimes d'infractions pénales. Elle porte des actions en faveur de l'égalité homme-femme, contre les violences sexistes, l'isolement des personnes en situation de fragilité, l'endoctrinement et toutes les formes de discrimination, et vient d'obtenir l'agrément national d'aide aux victimes, d'association d'aide aux victimes. C'est la seule association sur la juridiction de Thionville qui a reçu l'agrément national d'aide aux victimes par le ministère de la Justice. D'ailleurs, à chaque assemblée générale, il y a toujours le procureur de la République aussi. La table rend un service gratuit, en toute confidentialité et en complémentarité du travail accompli par la justice, les avocats et les services de police et de gendarmerie. Au regard de l'évolution de son travail sur notre territoire, en hausse de 36% par rapport à 2022, 16 points au-dessus de la moyenne du territoire judiciaire de Thionville et 13 points supérieurs sur la question des violences, surtout conjugales. La TAF sollicite une subvention de 7 000 €, 6 500 en 2023. Ces crédits ont été inscrits au budget 2024, ils sont déjà inscrits. Voilà, la DELIB, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt de l'action de la TAF sur le territoire, qui en 2023 a accompagné 82 victimes et on a reçu 307, les chiffres ont changé, hein, Patrick, en entretien, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine ou de ressources au sein des 3 permanences tenues sur le territoire, au Metz, au Tange ou dans le Tige. Le conseil communautaire décide le versement d'une subvention de 7 000 € à la table au titre de l'année 2024. Déjà inscrite au budget, hein, on ne met pas notre budget. C'est déjà si je peux ajouter encore 2 points. Oui. Parfois, il n'est pas évident pour les victimes dans une même commune de se rendre
dans la permanence de la même commune où ils ont été victimes. Mais souvent, elles vont ailleurs. Voilà, on C'est comme les reçoit restos du aussi cœur, bien des gens que ce soit de boulangerie, peu importe. Parce qu'il faut se dire que les gens, le regard, ça change énormément. Et pas forcément quand on a des gens d'Audin qui vont à la réunion de la table, on va dire, au rendez-vous de la table qui est prévu à la mairie d'Audin, ce n'est pas forcément des eaux du Nord. Il faut prendre ça aussi en considération que les victimes, ils ne veulent pas aller à la permanence de la ville où ils sont. Parce que le regard, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Déjà ça, comme point. Au Resto du Cœur, c'est la même chose. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les autres Restos du Cœur parce qu'ils Exactement, pour ne pas être reconnus, parce qu'il y a la gêne et tout ça, on doit respecter ça. Il faut savoir aussi que dans la table, il n'y a pas aussi que les violences conjugales entre hommes et femmes. Il y a aussi la violence infantile, qui n'est pas à négliger. Il y a aussi un suivi psychologique, parce que je participe aux réunions au CMS d'Ayolle, et vous avez tout une assemblée entre assistance sociale pour enfants, pour mineurs et tout ça. Il y a un suivi psychologique, et on ne s'imagine même pas l'immensité du travail qu'elles accomplissent, sans compter les actions qu'elles font aussi bien à Hayange, sur Metz, sur Odaltiche, les marchés, où là où elles peuvent intervenir afin de dénoncer pour que les gens puissent venir à eux, ça n'est pas évident. Elles font un boulot de titan. Je ne suis pas toujours à complimenter, mais là, pour l'avoir vu sur le terrain, il faut prendre en considération qu'il y a aussi des enfants qui sont suivis. Juste une question. On est tous d'accord, je pense, sur le bienfait. Le problème, c'est la mobilité. C'est comment on peut donner aux gens la capacité de pouvoir aller, que ce soit à une mairie ou une autre mairie, il y a le déplacement. Et on est plus sur le problème du déplacement que sous le fond de dire qu'on est tous d'accord autour de cette table. Surtout qu'il faut quand même prendre en compte, alors là je parle pour notre, enfin malheureusement, hein, mais en tout cas pour chez nous dans le PIO, mais Meurthe-et-Moselle, si on fait le ratio population avec le nombre de victimes notamment sur les violences familiales, mais on prend l'exemple du bracelet anti-rapprochement, le taux dans le PIO est supérieur à la moyenne. Donc c'est des faits justement, et je pense que ce type d'action est très bien, parce que ça permet aussi peut-être des fois de libérer la parole de certaines, des fois de certains aussi, qui ont peut-être, ou qui ne savent pas vers qui se retourner. Alors même s'il y a aussi des permanences juridiques qui sont données à la ville de Villerue, mais en tout cas ce qu'on veut dire, voilà, c'est on peut, alors c'est très bien d'accompagner, et clairement on ne va pas voter contre, ni on va pas s'abstenir, c'est une très bonne chose, mais la seule chose, je leur dis qu'on regrette, c'est que malheureusement il n'y a pas de permanence qui peuvent être faits, je leur dis 1 ou 2 fois, même si c'est par semestre, peu importe, mais dans ce cas-là, et c'est pour ça que je pose ma question, si le CEDIF qui fait le même genre d'intervention fait une demande auprès de la CCPHVA, est-ce qu'elle sera accueillie aussi favorablement? C'est la seule chose que je demande. Après, voilà, le conseil en décidera. C'est légitime. Moi, je pense que la demande est légitime et elle peut être au prorata des villes qui consultent. S'ils consultent et il y a 3-4 audinois ou 4-5 boulangeois, la demande, elle est totalement légitime pour le CEDIF. Monsieur Guillotin, je pense qu'avant que nous passions au vote, vous aviez demandé la parole, non? Ah, excusez-nous alors, on n'avait pas vu. Non, mais j'attendais que vous ayez fini. Vous avez été une excellente avocate et je vous en remercie, mais j'avais bien noté que monsieur Guillotin souhaitait éventuellement prendre la parole, donc je la lui donne avant que nous ne passions au vote. Monsieur le Président, chers collègues, oui, en effet. J'ai donc eu l'occasion de lire et relire les documents qui m'ont été présentés. Et Marie-Rose, moi j'ai pas vu trop les pourcentages, c'est bien concernant l'évolution qui est notée, mais si vous passez de 2 personnes qui ont été consultées à 4, vous avez augmenté de 100%. Non mais là on a donné un nombre de rendez-vous là. Hein. Oui, non, mais le nombre de rendez-vous de l'année, pas des années précédentes. Donc pour constater une évolution du chiffre, j'aimerais bien avoir les éléments des années précédentes. C'est aussi une question. La deuxième chose, concernant les moyens Moi, humains. si le chiffre il baisse, c'est quand même autre chose. Concernant les moyens humains qui sont mis dans le dossier, il est question de 6 équivalents temps plein travaillés. Monsieur Bossec, à la louche, un équivalent temps plein à l'année, c'est à peu près 30 000, quelque chose, 30-35 000. Ouais, entre 30 et 40 000. Entre 30 et 40. Alors, ce qui ferait, dans les comptes de l'association, une somme de 180 000, allons, 200 000 euros, mais là, c'est plus de 200 000, c'est 250 000 pratiquement, qui est noté dans les comptes de l'association concernant le bilan total de l'association. Donc voilà, ça pose interrogation et remarque. Concernant maintenant la somme qu'on nous demande, on nous dit dans les documents que j'ai lus que le travail qui est fait par l'association représente 4% de l'activité.
Or, on nous demande de financer une activité à hauteur de non plus 4%, mais de 14%. Les 7 000 euros représentent 14% de la somme de 51 070 qui est listée dans le budget global de l'association. Donc il y a un petit écart quand même qui me gêne un peu. Même après, si on peut dire que les chiffres, on peut... Mais là, vous parliez seulement des salaires. On peut les arrondir. Ah ben non, c'est l'activité, il parle de l'activité. Donc là, vous avez déjà le document sous les yeux qu'on a eu aujourd'hui. Non, c'est dans ceux que j'ai eu, dans le rapport que j'ai eu, c'est marqué 4% de l'activité. Oui. Et on finance... Mais le 14%, vous le calculez sur quoi? Eh bien, sur justement, les 14% résultent de la somme de 7 000 euros sur les 51 070 qui sont inscrits dans leur budget. Oui, mais là, vous allez avoir tous les documents financiers. Peut-être qu'il n'y a pas que ces 51 000. Non, les documents que j'ai sont des documents 2024 pour lesquels on nous demande 7 000 euros. Donc moi, je veux bien qu'on nous demande 7 000, mais d'un autre côté, on lit par ailleurs que ça correspond, que le travail qu'ils font sur notre territoire, et on peut justement s'interroger sur ce qui est fait sur les communes de Villerue et d'Utile, complètement d'accord, mais sachez qu'aujourd'hui, mes chers collègues, ça représente que 4% de leur activité sur notre territoire. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Bon, au regard du fait que je n'ai pas tous les éléments et au regard qu'il y a quand même une grosse différence entre les 4% d'activité et les 17% de demander, ou les 14% de demander financièrement, voilà, moi je pensais qu'on pourrait éventuellement sursoir à la décision ce soir et la reporter pour une analyse peut-être un peu plus fine et complète pour un prochain conseil communautaire. Alors c'est une question que je me suis posée, d'accord? Et je me suis dit que... J'avais le temps de consulter les documents. J'avais proposé au président... Alors donc, je n'ai pas souhaité la retirer de l'ordre du jour. Voilà. Voilà. Ça, c'était ma première position. Oui. Est-ce qu'on peut se contenter d'un pourcentage sorti comme ça par rapport à l'activité? Je veux dire que si on subventionne à hauteur de 7 000 euros, que 7 000 euros, ça représente plus de 4%, mais que dans une autre commune, sur un autre lieu, hors territoire, il y a des victimes qui sont beaucoup plus importantes, mais que la subvention est moins importante et que ça permet d'aider ces victimes-là, est-ce que moi aujourd'hui je vais poser la question, je ne vais pas donner parce qu'elle n'est pas sur mon territoire cette victime. Je veux dire, on ne peut pas sortir un chiffre comme ça, c'est pas possible. Donc, après, si vous me permettez, oui. Monsieur Guillotin, après je pense demander ça à Marie-Rose, voilà. Vous pouvez vous-même demander, je pense à M. Maurestin ou au secrétaire de la CPHVA, de vous ressortir le procès-verbaux de ces dernières années et vous verrez par vous-même l'évolution. Parce que tous les ans, on donne les chiffres de la table. Et ça, c'est dès qu'on demande la subvention, vous avez le bilan annuel. D'accord? Donc ça, à la limite, on peut vous les mettre dans un tableau, c'est faisable. D'accord? Voilà. Si ça descend, c'est au moins une bonne nouvelle. Oui, si on descendait d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais donc, je vais laisser, allons-y Claude. C'est simplement pour répondre, je suis d'accord sur la démonstration qu'a fait financière. En revanche, on peut le voir d'un autre sens. Aujourd'hui, on donne 7 000 euros. Il y a eu 307 personnes qui ont... Ça fait 22 euros par personne. Donc je me dis quelque part, je suis absolument pas lésé. Je la fais courte, hein, mais je détricote différemment. Et j'imagine qu'en plus, dans leur budget, ils doivent avoir des subventions, etc., etc. Donc là, nous avons leur bilan financier qu'on va vous donner. Je comprendrai que vous vous absteniez ce soir, faute d'éléments, d'accord? Mais en début de conseil, je me suis dit, est-ce que je reporte ou non? Eux, ils ont besoin de savoir, d'accord? Donc, abstenez-vous si vous le souhaitez ou votez contre, ce qui est votre droit le plus strict, mais je vais le passer au vote. Voilà. Allez. Bien, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Non-participation au vote, en ce qui me concerne. Non-participation. Et pour votre pouvoir? Pas de problème, elle est pour. Eh bien, nous avons un résultat. Merci. Thierry, je vous remercie. Dernière délib avant que Thierry ne vous dise ce que j'ai pu faire ce trimestre, depuis le dernier conseil communautaire. Avis conforme pour l'ouverture dominicale des commerces à Villerue en 2024, à savoir les 8 septembre, 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre 2024. Il faut que le conseil communautaire
se prononce, mais c'est bien quelque chose qui appartient à Villerupt qui nous ont fait la demande, et je ne vois pas pourquoi je dirais à Villerupt, vous fermerez vos commerces ou vous ne les ouvrirez pas, c'est, je veux dire, Pourquoi on est décembre, le 8 septembre? Braderie. Il y avait la braderie, puis là c'est le premier dimanche de la rentrée. Parce qu'il y a la rentrée. Ce qui se tient. Bien, donc je mets ça à vos voix. C'est les commerçants qui nous font la demande. Nous on prend, alors on a les journées dites du maire qui. Parce que depuis la loi Macron, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc maintenant, on a des ligues au conseil municipal. Donc il y a certains jours que c'est la mairie qui accorde et le reste, vu que c'est une compétence qui est intercommunale, du coup, on fait la demande à l'interco suivant la demande des commerçants. C'est l'association des commerçants qui demande l'ouverture de. Ouais, mais le 8 septembre, ça doit être. Alors nous, on va à la demande des commerçants, mais je pense surtout que c'est parce que c'est la rentrée scolaire. Et puis il y avait la braderie. Ouais, l'évolution du samedi au dimanche. Hein. Vous avez passé du samedi, la braderie, au dimanche, l'année dernière. Mais ce qu'au mois de juin. Ouais. Alors qu'avant, on les faisait sur 2 temps, c'était juin et septembre. Mais du coup, ça doit être sans doute le dimanche de la rentrée scolaire, enfin de la rentrée. Bien, ceci étant, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point, je vous demande votre attention pas très longtemps, mais nous avons ce devoir d'information. Thierry, si vous voulez bien. Plusieurs décisions. La première concerne la signature d'un marché de prestations d'entretien, de nettoyage des locaux et de vitrerie pour 4 bâtiments de la CBJVA. Il a pris une décision concernant une déclaration sans suite pour un marché public d'études faune-flore sur la renaturation des cours d'eau de la CBJVA. Il a pris une décision, une signature d'un contrat de location d'un compacteur type PACMAT pour la déchetterie. Il a signé un contrat de location et entretien de vêtements de travail. Il a signé un marché de levée topographique sur les cours d'eau du territoire de la CPJVA. Il a signé également une déclaration de cofinancement sur des fonds propres pour le projet Interreg dans le domaine de la culture. Il a signé un arrêté constitutif de modification de la regie de recettes et d'avance des ordures ménagères. Et il a signé également des subventions à des propriétaires dans le cadre de l'OPA, Éco-Rénov et des règlements de façade. Oui, et félicite. Éco-Rénov, c'est un truc qui fonctionne bien et qui est né dans la douleur, d'ailleurs, autant qu'il me souvienne. Hein. Juste une question. Monsieur le Président, juste une question pour éviter justement dans le futur les problèmes entre les 2 départements. Est-ce qu'il est possible de faire un courrier concernant l'ATA pour la modification des statuts et aussi pour les pastilles d'iode pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de différence entre les habitants du 54 et du 57, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on le demande et on est toujours aussi au même point. Ben, nous, on n'avons pas de... Mais Rédoge l'a pas non plus. Hein. On met cela, mais pas Rédoge. Hein. On est trop loin de ni au dentiste. C'est une histoire de ménage qui s'arrête. Mais rien n'empêche de faire une demande pour agrandir. C'est 20 km. Moi, j'ai eu un truc. Bien, je prends note pour ce qui est du périmètre des risques atomiques. Par contre, pour la TAV, c'est leur statut, on verra. Si on peut re-soulever la question. J'entends bien. Par contre, dans le nord de la France, il y a de l'association d'aide aux victimes. C'est pas la TAV, parce que le T de la TAV, c'est une... Mais il existe aussi dans le Je sais que la réponse qu'on avait eue, c'était par rapport au statut, mais si c'est juste une modification de statut, ça devrait pas être... Ouais, mais je crois que c'est aussi une histoire de compétences juridiques des territoires. Oui. Et que ça, c'est le frein majeur. C'est pas tellement qu'ils viennent à Villerupt, c'est que de toute façon, ça ne remonte pas par les mêmes circuits. Et voilà. Bien, ben écoutez, je vous remercie pour votre participation importante ce soir. Je vous souhaite le bonsoir et bon retour chez vous. Pardon, oui. Monsieur Guillotin, vous allez être destinataire de... Très bien, merci. Je vous en prie. C'est pas la question. C'est pas du tout la question. Non, c'est